C'est répugnant. C'est obscène. Plus fort. Encore. Oui, comme ça. Plus fort. Oui. Je suis un porc. Après avoir offert au cinéma dès son premier film une de ses images les plus prégnantes jamais inscrites sur pellicule, nous obligeant dès lors à regarder le cinéma et le monde autrement, Luis Buñuel, alors âgé de 30 ans, accouche d'un nouveau brûlot filmique. Ce film, L'Âge d'Or, sera financé par le vicomte de Noailles, à qui l'on doit aussi Le sang d'un poète de Cocteau ou Les mystères du château de dés de Man Ray. Buñuel savait que le cinéma est une arme magnifique et dangereuse si c'est un esprit libre qui le manie. Et le 3 décembre 1930, soit à peine 5 jours après la première au Studio 28 à Paris, des membres des ligues d'extrême droite assistent à une projection de L'Âge d'Or. Scandalisés par ce nouveau film encore plus irrévérencieux, antipatriotique, anticlérical, blasphématoire et ouvertement anarchiste qu'un chien andalou, ils cassent les fauteuils, jettent de l'encre sur l'écran, lacèrent les toiles de Tanguy, Dali, Ernst et Miro. Ils déchirent les photos de Man Ray, des revues et des livres exposés dans le hall du cinéma. Grâce aux ailes de Jean Chiappe, de François Coty et du conseiller municipal Gaston Le Provost de Launay, des ligues des patriotes et antisémites, des journaux comme Le Figaro ou L'Écho de Paris, mais aussi de l'Action française et de l'Ami du peuple, le film sera frappé d'interdiction. Une interdiction qui ne sera levée que 51 ans plus tard, en 1981. Achetez, lisez l'Action française. Demandez l'Action française. Vive Chiappe. Vive Chiappe. Vive Chiappe. Suite à ce film, Buñuel se lance dans la réalisation d'un documentaire. Tú, el rey del surrealismo, haciendo un documental. ¿Por qué no? La Sourdesse, Terre sans pain, est un essai cinématographique de géographie humaine qu'il réalise en 1932. Basé sur une thèse ethnographique de Maurice Legendre, le film dépeint la misère d'une région d'Espagne, l'Estrémadure. Pour Ado Kirou, Terre sans pain n'est pas de l'art, c'est le cri brutal de l'homme qui s'exprime librement. Le film, montré en privé en 1933, est censuré par la Jeune République espagnole, mais il sort à Paris en 1937. Encore aujourd'hui, ce film reste remarquable par l'exploration de son sujet, la misère en milieu rural, peu traitée à l'époque, et par la place assignée tant aux spectateurs qu'aux réalisateurs. Ces deux approches, onirique et documentaire, vont être séminales dans le travail de Buñuel et architecturer le reste de son œuvre, se conjuguant tout au long de sa carrière. Buñuel part ensuite aux USA en 1938. Il travaille d'abord quelque temps au MoMA à New York en tant qu'aide à la propagande anti-nazie, remontant les films de Leni Riefenstahl. Il sera licencié pour ses positions d'extrême gauche et athée, un licenciement qui aura lieu suite à une délation de son ami Salvador Dali au directeur du musée. Buñuel va ensuite trouver un emploi subalterne sur la côte ouest avant de partir pour le Mexique sur les conseils d'un ami producteur. Après avoir cessé de tourner pendant 10 ans, il recommence à travailler, réalisant quelques films de commande. Après 18 ans d'absence des radars européens, certains le pensaient même mort, Buñuel réalise en 1950 un film réaliste, cru et cruel, pessimiste et lyrique, dur et magnifique, Los Olvidados. Il y aborde un thème qui lui est cher, la violence et le mal comme inhérent à la nature humaine.
Sans complaisance, ni tentation consolatrice, ce film éminemment poétique nous oblige à regarder l'atroce en face, dans les yeux. Los Olvidados, chef-d'œuvre du cinéma de la cruauté, va remporter le prix de la mise en scène à Cannes et ainsi remettre Buñuel sur le devant de la scène. Grâce au prix cannois, il gagne un peu plus de marge de manœuvre et va pouvoir commencer à se glisser entre deux images, comme il aimait le dire. Il va continuer à répondre à des commandes de différentes productions, tout en s'autorisant à répandre, ici ou là, des éléments perturbateurs surréalistes. Rien n'excuse la prostitution de l'art, même la nécessité de manger. J'ai fait 3 ou 4 films franchement mauvais, mais en aucun cas je n'ai enfreint mon code moral, dira plus tard Buñuel. En 1951, dans Susanna la perverse, on suit une jeune femme dont la beauté et les provocations érotiques vont jeter le chaos dans une honorable famille. Buñuel s'attaque là à l'une des valeurs sociales les plus sacrées, la famille. En 1952, il réalise un de ses films préférés selon ses dires, La montée au ciel. Filmé sans fioriture, avec une limpide simplicité, ce mélodrame familial à la fin duquel l'amour gagne la partie met en scène un personnage qui n'a pas encore été contaminé par les tabous sociaux. Dans L'Enjôleuse, en 1953, on voit un propriétaire cherchant à vendre un immeuble embaucher une brute travaillant dans les abattoirs pour expulser les locataires aux conditions de vie précaires. Il réalise la même année le superbe Elle, un film qui suit un fou amoureux jaloux excessif au comportement paranoïaque et sordide. Buñuel y accumule les détails pervers, fétichistes et obsessionnels chers aux surréalistes. Bien qu'il ait toujours revendiqué son attachement au surréalisme, celui de la première génération il faut le préciser, Buñuel a toujours été dans un rapport compliqué et ambigu avec le mouvement. Il est certes resté ami avec Breton jusqu'à la disparition de ce dernier, mais il quitte le groupe dès 1933 en leur reprochant le paradoxe de leur combat. S'attaquer à la bourgeoisie en étant eux-mêmes des bourgeois. Il adaptera en 1954 Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë, un livre qui fascinait les surréalistes. Buñuel avait déjà travaillé sur une adaptation de ce roman dans les années 30. Il transpose l'argument en Espagne, retrouvant la poésie sauvage de la romancière grâce aux paysages arides qui servent de décor au déchaînement de la passion. Un film injustement occulté dans sa filmographie. Il réalise ensuite en 1955 La vie criminelle d'Archibald de la Cruz, un chef-d'œuvre d'humour noir. Traité comme un film noir, ce film morbide déborde d'une ironie féroce et déploie un des thèmes préférés de Buñuel, la frustration. En 1956, dans Cela s'appelle l'aurore, Buñuel dénonce un système moral aussi gangréné que le système social, une société corrompue dont la police en représente l'expression concrète. La même année, dans La mort en ce jardin, coécrit avec Raymond Queneau, il s'attaque encore une fois au christianisme et au clergé. En 1959, il tourne Nazarene, film d'une dualité exquise car réalisé par un athée qui touche au mysticisme. Il y montre encore une fois que son surréalisme est toujours aussi aiguisé et intact. En 1960, il réalise ensuite La jeune fille, son seul film en langue anglaise. Film virulent dans lequel Buñuel lie les notions de morale et de social en traitant de 2 sujets particulièrement brûlants, le racisme et l'inceste. Il réalise la même année un nouveau chef-d'œuvre, Viridiana. Ce film marque le retour de Buñuel en Espagne après 30 ans d'exil. Défini comme sacrilège et blasphématoire, monument de provocation transpirant de fétichisme sexuel, Viridiana dénonce l'oppression de la société espagnole, l'hypocrisie de l'Église, la bêtise et la suffisance de la bourgeoisie et la bestialité populaire. Il remportera la Palme d'Or à Cannes mais sera interdit par l'administration espagnole. Ce film fait scandale et sera dénaturalisé jusqu'en 1983. Viridiana est un pur chef-d'œuvre buñuelien, subversif au dernier degré, dialectique et rempli de paradoxes moraux, tragiques et poétiques, ironiques et pervers, se réappropriant une idée du sacré et du sacrilège. Comme toujours, Buñuel ne sermonne pas. Il ne fait pas un film à thèse et ne nous donne qu'à voir, créant ainsi le malaise, remplissant son film de visions indélébiles et terribles qu'on croirait sorties des peintures de Goya ou de Zurbarán. Des images qui ne cesseront d'hanter le spectateur. Suite au succès de Viridiana, Buñuel a enfin les coudées franches, plus franches qu'il ne les a jamais eues depuis 30 ans, depuis l'âge d'or. D'ailleurs, son film suivant, L'Ange exterminateur,
peut se voir comme le prolongement de l'âge d'or. Même personnage dans la même soirée bourgeoise, même rituels sociaux, même vernis mondain qui craquelle sous le poids du désir refoulé. Deux choses se retrouvent dans les films de Buñuel, la répétition et la frustration. La violence de ces frustrations répétées jusqu'à l'excès. Buñuel explique qu'il s'est toujours senti attiré dans la vie comme dans les films par les choses qui se répètent, sans savoir pourquoi et sans chercher à l'expliquer. Il a souvent esquissé des principes de répétition et une temporalité en boucle, peut-être parce que la répétition était un moyen pour lui de se souvenir, lui qui était si inquiet à l'idée de perdre la mémoire, car il avait vu sa mère, en fin de vie, ne pas le reconnaître. Pour Ado Kirou, l'importance de l'ange exterminateur est déterminante. Plus que l'année dernière à Marienbad, plus que le procès, il ouvre grand les portes du cinéma sans attache avec la pensée rationnelle. L'intrusion de l'ange exterminateur dans le cinéma a autant d'importance que la publication des Illuminations de Rimbaud. Si ce film s'inscrit dans la continuité du chef-d'œuvre de 1930, Buñuel ne peut pas le traiter de la même façon. Si la férocité de Buñuel n'a pas bougé d'un iota, mais plutôt gagné en maturité, c'est surtout qu'il y a eu la guerre civile espagnole et la Seconde Guerre mondiale. Il est donc impossible pour lui de dire les mêmes choses de la même façon. Ce qu'il est important de souligner avec l'ange exterminateur, c'est que Buñuel est à nouveau enfin libre de s'exprimer pleinement grâce à Gustavo Alatriste. Si durant sa période mexicaine, Buñuel n'a pas vraiment eu la marge de manœuvre qu'il souhaitait, le succès de Viridiana va lui apporter une totale liberté. Comme l'explique Maurice Drouzy, l'aspect surréaliste dans ce film n'est pas qu'un ingrédient parmi d'autres, intercalé entre deux scènes ou deux images réalistes. Il est une dimension nouvelle qui affecte le tissu narratif tout entier. Comme le dit Fernando Césarman, l'ange exterminateur plonge au plus profond de l'œuvre de Buñuel, puise sa cohérence dans l'absurde et sa réalité dans le franchissement des limites de la raison. Dans ce film, tout ressemble à un rêve dans lequel rejaillissent tous les désirs refoulés qui dès lors prennent corps. L'impossibilité inexplicable de satisfaire un désir simple est toujours présente dans les films de Buñuel. Ne pas arriver à faire quelque chose est un des points de départ préférés de Luis Buñuel, car ça entraîne frustration et dérèglement. Et cette frustration emmène les personnages à succomber à leur monde intérieur, à laisser jaillir leurs pulsions. Allez, frappe, vieille pute! Plus fort! Encore! Oui, comme ça! Plus fort! Oui! Je suis un porc! Je suis une ordure! Frappe! Dans l'ange exterminateur, la disparition des domestiques est la première étape d'une abolition de l'ordre et de la tombée des masques. Dès lors, les bourgeois sont livrés à eux-mêmes. Pour Buñuel, la bourgeoisie est dans l'impossibilité de trouver une solution commune, peut-être parce qu'ils ne sont pas, comme le prolétariat, aux prises avec les difficultés de la vie concrète. La bourgeoisie n'étant pour lui pas progressiste, elle se retrouve dans l'incapacité de suivre le mouvement de l'histoire. Elle est figée sur elle-même, prisonnière de sa propre image et de ses propres valeurs obsolètes. La bourgeoisie pourrait résoudre ces problèmes à la seule condition d'avoir un peu de bonne volonté, une miette d'imagination, écrit Moravia. Pour nous décrire cette situation, Buñuel a recours à la parabole et à l'allégorie, et non, contrairement à ce qu'on peut croire parfois, au symbole ou à la métaphore. Buñuel préfère toujours passer par la poésie des images et le pouvoir qu'elles détiennent. Ceux qui veulent y voir du sens ou de la psychanalyse se trompent. Le symbole recouvre la représentation et la déforme, alors que l'allégorie prend du recul et accroît la lisibilité, permettant le réalisme le plus normal tel qu'aime le représenter Buñuel. Il est unique, et à ce titre ne peut être réduit à une lecture ou à une autre, qui plus est symbolique, normative ou rationnelle. Buñuel s'est toujours ri des critiques et des interprétations, car il est plus facile d'inventer ce qu'on ne voit pas que de voir ce qui est là. Il s'en est ri car dans ses films, il tend des pièges à critiques dans lesquels nous tombons presque tous, tant ses admirateurs que ses détracteurs. Ces pièges ont l'enveloppe du symbole alors que Buñuel n'en a strictement rien à faire. Il fonctionne par touche allégorique, non par représentation symbolique. Le symbole est mystérieux, indéchiffrable, réservé à une élite qui connaît la clé, qui peut craquer le code. C'est donc un système de caste, ce que Buñuel a toujours violemment critiqué. La parabole, quant à elle, est très claire, lisible par tous. Un symbole rajoute à la réalité pour la faire comprendre. Une allégorie révèle la réalité telle qu'elle est. C'est précisément sur ce point que Buñuel est profondément resté un surréaliste de la première génération, ne rentrant jamais dans le dogme de Breton qui, dans le second manifeste, réclame au surréalisme de procéder par une occultation, de désocculter l'occultisme et d'occulter tout le reste.
Buñuel est un cinéaste non pas de la forme mais de la formation. Il informe notre réel, lui donne forme. Mais à la différence de réalisateurs à la personnalité forte, comme Fellini, Greenaway ou Ken Russell, il ne le déforme pas mais le révèle à lui-même, et par là même nous le révèle à nous. Son cinéma et ses images ont surtout cette puissance de dire que tout n'est pas symbole, ou qu'en tout cas, tout n'a pas à être interprété, que tout n'est pas interprétable, qu'il y a dans la vie un mystère inexplicable, que les rêves et le réel ne sont pas bien différents, que les fantasmes et les pulsions peuvent être drôles, que le monde est un rébus qui peut se passer allègrement de ses exégètes qui pensent avoir saisi, mais surtout manquent d'humilité vis-à-vis de leur sujet. En nous obligeant à ne pas expliquer, mais à comprendre, Buñuel est un libérateur de l'âme. Et il en aura fallu de la force et du courage pour ne pas succomber à la tentation du sens. Buñuel a en commun avec Fellini d'être un humoriste de l'interprétation, manipulant avec joie et perversité les miroirs aux alouettes pour les spectateurs trop malins. Octavio Paz dira que ces films sont plus encore qu'une féroce attaque dirigée à l'encontre de cette soi-disant réalité. Ils sont la révélation d'une autre réalité asservie par la civilisation contemporaine. Bazin parlait d'impression de réalité. Pour Buñuel, ce serait plutôt une expression de réalité, dans le sens où, comme le dit Godard, un film n'est pas pensée de la réalité mais bien la réalité d'une pensée. Si Buñuel refuse toute explication, il n'est pas contre toute interprétation de ses films. Mais il faut exprimer et non expliquer. De par son fonctionnement, le cinéma est, parmi tous les moyens d'expression, l'outil qui rappelle le plus le travail de l'esprit pendant le sommeil. Et pour Buñuel, il paraît avoir été inventé pour exprimer la vie du subconscient, dont les racines pénètrent si profondément dans la poésie.